Et si le futur vainqueur de la Ligue des Champions 2025 se trouvait, les amis, sur ce diaporama? Non, je n'ai pas mis le Real Madrid, comme vous le savez, en tant que supporter du Real. Je sais quand même aujourd'hui être objectif et prendre du recul par rapport à la concurrence et ce qui, à mon sens, se fait de mieux à l'instant T où je vous parle. Et à mon sens, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain et le Barça ont clairement fait plus forte impression que le Real en Ligue des Champions et que n'importe qui quasiment sur cette saison. En termes de force collective, de jeu déployé et surtout de sentiments qu'il y a autour de ces deux équipes, d'une part et d'autre de chaque tableau, cette finale-là, PSG-Barcelone, pourrait bien arriver. Aux grandes dames, bien sûr, du supporter du Real que je suis, qui devra, dans tous les cas, bien sûr, espérer que ce soir le Real fasse les devoirs contre l'Atlético Madrid. On fera bien sûr le débrief à chaud ce soir, donc je vous invite d'avance à vous abonner et cocher la cloche pour pas manquer mes débriefs des différentes équipes de cette Ligue des Champions. Mais du coup, il faudra aussi éventuellement passer Arsenal en quart avant de retrouver le PSG en Ligue des Champions. Et honnêtement, je vous le dis, un Real PSG aujourd'hui, par rapport à la différence de niveau collectif, de solidité défensive, d'efficacité offensive et simplement de ce que ça montre dans la maturité dans le jeu de part et d'autre et dans sa manière de savoir souffrir et dominer son adversaire, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, pour la première fois, me fait un peu peur. Je vous le dis. Au-delà de la différence qu'il y a Real-Barça, Real-PSG, même s'ils ont perdu Mbappé qui est venu chez nous, clairement, je ne serais pas serein d'affronter le Paris Saint-Germain. Surtout avec un retour au Parc des Princes, en demi-finale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a deux équipes qui sont monstrueuses. Et franchement, je tiens à féliciter d'un côté le Barça, qui d'ailleurs me donne raison, parce que j'avais dit dans mes pronostics des huitièmes de finale qu'ils allaient finir à plus 3, plus 4. Et honnêtement, c'est exactement ce qui s'est passé. 3-1 à l'aller, 1-0 au retour, ça fait plus 3. Moi, je suis content de mes pronostics. Le Paris Saint-Germain, j'avais dit qu'ils allaient passer Liverpool. Je suis content aussi, tu vois. Et franchement, le PSG, je peux les applaudir parce que ils nous ont montré hier que t'as beau affronter la meilleure équipe de la saison dès les huitièmes de finale, t'as beau affronter une équipe qui est faite avec Arne Slot peut-être pour tout casser comme en Première Ligue et en Coupe d'Angleterre, et bah finalement, la force collective et le sacrifice et savoir en tout cas mettre de côté les on-dit et les critiques pour pouvoir se remettre en question et faire un match solide autant chez toi qu'à l'extérieur, surtout à Anfield dans un grand stade où aucun club français je crois n'avait gagné ou s'était qualifié là-bas. Franchement, eh ben, ils peuvent être fiers d'eux parce que là c'est peut-être l'année du PSG sans star, avec un collectif jeune et huilé. Et au-delà de tout ça, est-ce que là sur l'image que je vous montre, il n'y aurait pas le futur Ballon d'Or entre ces trois-là et Dembélé, sachant que Mohamed Salah a perdu dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Ballon d'Or c'est sûrement fini pour lui, à 90%. Même s'il fait une grosse saison en Première Ligue, qui peut peut-être essayer de s'approcher ou battre le record de buts de Haaland sur une saison, même s'il remporte le doublé avec c'est la FA Cup ou c'est l'autre Cup où ils sont en finale contre Newcastle. Je crois que c'est la League Cup, mais je suis pas sûr. Mais parce que dans l'autre coupe, ils sont fait sortir très vite. Mais dans tous les cas, même s'ils font un doublé au niveau national, en face, t'as le Barça qui est parti pour gagner la Liga. T'as chacun qui a des bonnes statistiques, moins bonnes que Salah, mais qui sont quand même bien partis. Et t'as potentiellement la Ligue des Champions au bout. Donc attends, et peut-être la Copa del Rey. Et ils ont déjà la Super Coupe d'Espagne aussi. Et pour moi, la Rafinha côté Barça fait celui, en tout cas aujourd'hui, qui a la plus forte impression parce qu'il marque à tous les matchs, fait des passes D, le mec il a des stats de zinzin, même s'il est bien servi par Lewandowski, par Lamine, ben à la fin c'est Rafinha qui marque en Ligue des Champions à quasiment tous les matchs et tous les tours. Et en face, ben, il est quand même beaucoup plus spectaculaire à voir qu'un Lewandowski qui rayonne pas trop, qui certes a des stats mais qui rate beaucoup d'occasions aussi. Et t'as quand même Dembélé. Dembélé qui a une progression, mais je vais pas te dire spectaculaire, elle est phénoménale, tu vois. C'est un joueur qu'on disait qu'il avait pas de cerveau, et aujourd'hui, il a le don du but, il joue dans l'efficacité, il met son talent, sa vitesse, ses dribbles dans l'intelligence du jeu, tu vois, et tout ce qu'il fait, ça marche. Et en plus, même quand il fait pas exprès, le ballon lui revient tout le temps dessus. Tu vois, avec le tacle de Konaté qu'il a raté sur l'intervention, bah tu vois, il a suivi en étant intelligent, mais tu vois, dans d'autres circonstances, peut-être que la balle serait allée plus loin et il l'aurait pas eu. Et tu vois, il y a tout qui va dans son sens, et aujourd'hui, il est en train de prouver le grand joueur qu'il aurait pu être depuis longtemps. Et là, aujourd'hui, à 27-28 ans, il atteint son prime. Mieux vaut tard que jamais, évidemment, et c'est l'âge idéal de base où les joueurs atteignent leur prime. Et aujourd'hui,
il n'y a pas un joueur, je pense, qui peut contester l'un de ces quatre-là. Parce qu'Mbappé a été trop mauvais en début de saison, même si la Ligue des Champions, c'est les matchs qui comptent. Et contre City, il a rayonné. Contre l'Atlético, match aller, il était transparent. Ce soir, il va jouer apparemment avec un problème à la cheville. Donc à voir s'il sera bon ou pas. Mais s'il se foire et que le Real sort, bah, c'est finito pour lui, tout comme pour Vinicius, tout comme pour Jude Bellingham. Faudra voir comment ça va réagir ce soir et jusqu'où le Real pourra aller, évidemment. Après, on n'est pas à l'abri, bien sûr, de briller en quart, en demi et en finale, et que Vinicius, Jude ou Mbappé passent devant les autres. Évidemment, ça dépend. En tout cas, pour parler d'abord de Benfica-Barça et après de PSG-Liverpool, on a quand même un match où le Barça a joué avec son équipe quasiment type, hein. À part Koubarsi qui avait pris le carton rouge au match aller, c'est Araujo qui du coup a pris la place. Mais on a une équipe du Barça qui était vraiment tranquille, qui était vraiment souveraine. On a une équipe franchement qui certes affrontait une équipe de Benfica qui sur le papier est largement moins forte, mais qui quand même collectivement se bat, possède quand même des qualités techniques importantes. Il y a quand même des joueurs comme Pavlidis qui ont brillé globalement contre le Barça ces derniers matchs. Mais tu vois, il manquait Carreras, il manquait quand même certains joueurs aujourd'hui qui étaient capables de faire des différences. Mais moi, si j'en retiens un de ce match-là en particulier, à part Lamine Yamal, etc., c'est vraiment Pedri. Pedri, je suis désolé, mais moi en tant qu'Espagnol et tout, Pedri, c'est clairement aujourd'hui, à l'instant T où je vous parle, dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde. Je parle pas des milieux de terrain, je parle des joueurs du monde. Le mec, c'est lui aujourd'hui qui fait vraiment rayonner ce Barça. Si tu enlèves Pedri, je suis sûr que le Barça peut jouer contre une équipe bien moins forte et galérer pendant je ne sais combien de temps pour créer du jeu, trouver l'ouverture et marquer les buts. Parce que ce qu'il fait en nombre de récupérations pour un milieu reculé, ce qu'il apporte dans ses percées balles au pied, il perd jamais un ballon. Ou il rate une passe sur 100, tu vois. Sa capacité à faire rayonner les autres, à déplacer les autres par ses appels, par ses directives, par simplement ses mouvements qui appellent les mouvements des autres, comme Olmo, comme De Jong, comme les latéraux qui savent qu'ils doivent partir quand il y a Pedri qui a la balle, les attaquants qui savent quelle course faire quand Pedri a le ballon, car ils savent très bien que Pedri est capable de leur donner dans le bon tempo, le bon espace. On a un joueur qui rayonne, qui rappelle bien sûr Xavi et les Iniesta, mais qui pour moi a sa propre personnalité, sa propre capacité à faire la diff. Pour moi, Pedri, c'est le genre de joueur qui décide d'un match à lui tout seul, mais qu'on ne félicitera pas à la fin du match parce qu'il a pas staté, tu vois. Parce qu'il est toujours pas à la dernière, mais à l'avant-dernière passe. Et c'est celle qui fait la différence. Et pour moi, il faut vraiment mettre du respect aujourd'hui sur des joueurs comme Pedri, qui malheureusement peut-être n'auront jamais de ballon d'or, etc., comme Xavi, comme Iniesta, mais tu vois, qui peut-être un jour, à l'instar de Rodri, pourrait, suivant ce qui se passe en sélection et tout, mais là c'est une année sans Coupe du Monde, sans Euro, qui pourrait briller. À l'Euro 2024, il n'a pas beaucoup brillé. Il a même été, on va dire, mieux pour l'Espagne sans, parce que quand il n'était pas là, c'était Dani Olmo qui était rentré et qui avait fait un 1000 fois meilleur Euro que lui, tout comme Fabian Ruiz, etc. Mais malgré tout, il avait quand même eu son petit rôle avant de se blesser. Et là aujourd'hui, avec le Barça, tu sens qu'il a plus de pépins physiques, tu sens qu'il peut se lâcher, tu sens qu'il a vraiment pris le contrôle de ce Barça, et c'est phénoménal. Après, Lamine Yamal, forcément. Là, quand il détruit des pères de famille avec des crochets où le mec sont obligés de se mettre à 3, 4 ou 5 sur lui pour lui bloquer la porte, ce qui laisse des joueurs du Barça tout seul et après quand il lâche la balle, bah ça déroule tout seul le Barça en contre-attaque ou même simplement sur attaque placée. Là, ce qu'il te fait avec le crochet, il revient encore. Après, bon, ici, je suis persuadé qu'il voulait tirer. Je suis persuadé qu'il voulait tirer de base, mais qu'il s'est peut-être un peu fail, mais que Rafinha, avec son intelligence, son appel et en voyant l'espace et le défenseur qui ne le marque pas, il est parti marquer à bout portant. Après, est-ce qu'il a fait une passe exprès? Je sais pas, à vous de me le dire en commentaire, mais pour moi, là dans tous les cas, c'est une action de génie. Et c'est une action de génie où tu as un mec de 17 ans, bientôt 18, qui détruit tout le monde, qui en plus se permet le luxe de bouffer tout le monde sur un crochet que tout le monde sait qu'il va le faire, un peu comme Robben à l'époque ou Messi à l'époque. Mais tu sais qu'ils vont le faire, mais c'est impossible à arrêter. Car ça va trop vite, c'est trop bien exécuté et c'est trop facile. Il a 17 ans, le mec, il s'amuse comme si c'était lui le mec de 30 ans avec des gosses, tu vois. Et il te met un enroulé du futur qui rappellera un peu son but magnifique contre la France à l'Euro. Enfin, je sais plus si c'était le même côté, mais en gros, vous avez compris. Dans l'aspect facilité, l'aspect où le mec prend la balle, fait ce qu'il veut et fait la différence. Et vraiment, c'est phénoménal. À cet âge-là, faire autant de différence dans les statistiques, à la passe D et au but, et surtout, même en Ligue des Champions, c'est incroyable. Parce qu'en face, Benfica, il n'avait perdu que 1-0 l'aller. Mais Benfica, là où, à mon sens, ils m'ont déçu, c'est que en phase de poule, même il y a eu des polémiques. À 11 contre 11, ils font 5-4, les mecs. Ils mettent 4 buts à un Barça qui était plus en pleine bourre que maintenant, quasiment. Et là, aujourd'hui,
À 10 contre 11, ils n'ont pas réussi à marquer au match aller. Et donc là, tu te dis forcément qu'à 11 contre 11 à Barcelone, ils allaient se prendre une branlée. Bon, ils ont pris 3-1, c'est pas une giga branlée non plus. Mais quand je vois Benfica au match aller et ici, je me dis, ils ont clairement raté le coche. Parce que malheureusement, le Barça, tu vois, n'avait pas non plus à forcer son talent spécifiquement. Au match aller, ils ont surtout défendu avec une solidarité énorme, le Barça. Mais en face, t'avais pas une équipe qui était inspirée. T'as une équipe qui précipitait ses frappes, on l'avait vu quand je l'avais débriefé. Une équipe qui tirait même dans les mauvaises positions, qui avait cette supériorité mais qui n'arrivait pas à s'en servir. Et en plus, qui ratait des passes faciles, des centres faciles. Et on l'a vu encore. Là, le Barça, avant même le premier but marqué par Rafinha, il y avait pas mal de situations où en quelques touches de balle, Benfica se retrouvait dans la surface du Barça, ou du moins pas loin, mais jouait tellement lentement avec des balles trop loin de leurs attaquants et de leur milieu de terrain, que des fois même des passes en touche, des passes en 6 mètres et tout, que le Barça, même s'il était débordé, bah, il y avait tellement de manque de qualité technique en face qu'ils étaient sereins les mecs. Et du coup, ben, le Barça, eux, ont déroulé leur jeu, et quand tu mènes 1-0, puis il y a eu le but de 1-1 là de Otamendi juste à la suite sur un corner, c'était pas grave. C'était pas grave, ça relançait le match, mais quand tu vois avec quelle facilité Lamine les a éteints, ça les a démolis. Ça les a démolis. Et après Rafinha, qui sur un contre bien mené par Baldé, ne rate pas l'occasion sur une grosse frappe croisée de marquer le 3-1, où il est pas du tout hors jeu, ben finalement c'était la fin du game, tu vois. Je vais pas parler de la deuxième mi-temps, parce qu'à 3-1 à la mi-temps, et avec un avantage de plus 3, Benfica était éteint. Le Barça a maîtrisé son match, n'a pas eu à forcer son talent, aurait pu alourdir le score si Lewandowski était un peu plus inspiré, mais c'est vrai que, tu vois, au-delà de ça, Rafinha qui en sort renforcé par un doublé, qui continue en plus dans le haut du classement des buteurs, le Barça qui continue en tout cas de prendre très peu de buts, et qui montre une sérénité impressionnante. Là, au prochain tour, c'est Lille ou Dortmund. Même si Dortmund a fait un peu douter le Barça, et je crois que ça n'a même pas duré longtemps, le doute en phase de poule, clairement, même s'il passe contre Lille, c'est pas le Barça qui va souffrir contre Dortmund, même si le Barça reçoit à l'aller, si je dis pas de bêtises, en quart de finale. Mais Lille, en ayant battu le Real et l'Atlético sur des petits matchs, contre des petits Real Madrid et petits Atlético, mais si l'exploit bien sûr est quand même notable, c'est pas Lille qui va faire douter le Barça sur 2 matchs. C'est peut-être possible sur le papier, mais il y a 70-30, voire 80-20 que le Barça aille en demi-finale contre le Bayern ou l'Inter. Où là, ce sera par contre un plus gros morceau. Un plus gros morceau à gérer, surtout en plus, là je vois que le gagnant 3 et le gagnant 4, donc ils s'affrontent là, mais le gagnant 4 va recevoir au retour, du coup, on serait le Barça qui recevrait au retour en demi-finale, tu vois. Donc en plus, ils auraient cet avantage-là. Donc tu vois, le Barça, à mon sens, a vraiment un parcours où ils peuvent aller en finale, et je pense, pas forcément sans trembler, parce que la demi sera importante, mais je pense que le Barça a plus de solidité, sérénité et de choses à montrer dans son jeu et de certitude que l'Inter ou le Bayern, sans douter, et que Lille et bien sûr et Dortmund. De l'autre côté, on a Liverpool contre le Paris Saint-Germain. Alors Liverpool qui a Slobozai en numéro 10, qui n'a pas fait un grand match. T'as Salah qui a vraiment été mais extrêmement décevant. Mohamed Salah, comme certains l'ont appelé sur Twitter, il a vraiment fait aller-retour une double confrontation indigne d'un prétendant au Ballon d'Or. T'as beau faire une saison gigantesque en Première Ligue, faire les différences que tu veux en Angleterre, là, à domicile à l'extérieur, c'est interdit de faire un match comme il a pondu. Tout comme Alexander Arnold qui s'est fait mélanger en défense sur les 2 matchs, et j'ai très peur parce qu'il est censé venir au Real Madrid. Mais c'est pour avoir une merguez pareille, franchement, j'en veux pas. Là, il s'est blessé, on sait pas pour combien de temps, mais c'est chaud. Van Dijk et Konaté qui ont fait un meilleur match qu'au match aller, avec du coup plus d'impose, ils sont imposés plus physiquement, à la relance ils étaient meilleurs, ils ont su apporter peut-être plus de choses simplement en termes d'autorité qu'au match aller, avec beaucoup moins d'erreurs, mais il y a quand même l'erreur de Konaté qui amène le but de Dembélé, mais s'il peut pas faire forcément grand chose de plus, à part la dévier sur son tacle beaucoup plus efficacement, mais c'est chaud. McAllister et Gravenberch, qui ont réussi par contre dans ce match-là à imposer un peu plus leur jeu par rapport à Vitinha, par rapport à Neves, qui eux ont été extrêmement bons et précieux pour contenir les assauts de Liverpool, qui a montré quand même plus d'intention dans ce match à domicile, où ils étaient bouffés au match aller, où ils ont tiré qu'une seule fois, c'était pour le but d'Eliott. Là, dès le début, tu vois, ils ont su grimper et surtout apporter du rythme, chose qui leur a totalement manqué, parce qu'ils ont quand même eu beaucoup de temps fort dans ce match-là. On avait une équipe du Paris Saint-Germain qui était similaire à celle du match aller,
il me semble, je crois qu'il n'y a pas de changement, mais en tout cas une équipe du Paris Saint-Germain qui a pu compter sur un grand Nuno Mendes, qui a totalement annihilé Salah, Hakimi, alors qui a eu plus de mal quand même contre Luis Diaz au match retour qu'au match aller, mais c'est vrai que Marquinhos Pacho, ils ont quand même tenu. Il n'y a pas eu de boulette, il n'y a pas eu de dépassement. Ils ont quand même été aussi soutenus par une fois par un grand Donnarumma, hein, qui a bien surveillé les airs du Paris Saint-Germain, qui a su faire les interventions et les sorties qu'il fallait ce soir, enfin hier soir, et surtout qui après au penalty a fait la différence. Mais vraiment, moi je vous dis un truc, au Paris Saint-Germain, au-delà de la progression de Dembélé, de Barcola qui n'a pas fait un grand match, Barcola. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, il a été souvent oublié quand même sur son couloir et c'est pas toujours lui conservé dans les meilleures conditions quand il avait le ballon. Mais moi, je suis vraiment impressionné aussi au-delà de l'intégration rapide de Kvaratskhelia qui est un très très bon joueur et on l'avait vu du côté de Naples et qui vraiment apporte énormément que ce soit à gauche ou à droite ou même parfois dans l'axe sur les phases de jeu au Paris Saint-Germain. C'est vraiment Vitinha et Neves. Je les avais vus jouer dans les tribunes là quand je suis allé voir Lyon PSG. Et franchement, leur déplacement, leur capacité à être serein face au pressing, à répondre aux défis physiques, à gratter les ballons et surtout à apporter ce contrôle, même dans les temps faibles du Paris Saint-Germain, ils ont une maturité, les deux Portugais, comme s'ils avaient tous les deux 28, 29, 30 ans. Et ils sont jeunes, doués techniquement, et en plus ils répondent à l'adaptabilité tactique que demande Luis Enrique. Fabien Ruiz, c'est pas le Fabien Ruiz de l'équipe d'Espagne de l'Euro, mais à côté d'eux, on dirait que c'est lui le gamin. Tellement c'est eux qui sont aujourd'hui au four et au moulin de tout ce qui se passe de bien au Paris Saint-Germain. Et quand tu as des attaquants qui sont aussi forts et aussi rapides devant, qui poussent le Liverpool à reculer aussi vite qu'il montait, c'était impressionnant. Moi, le PSG, ils ont eu cette ressource mentale, et même simplement, quand tu regardes les statistiques, le PSG a eu beaucoup plus de, enfin, a eu plus de possession, a eu plus d'expected goal. Alors je déteste les XG en général comme statistique, mais c'est vrai que même si Liverpool a tiré beaucoup de fois et a semblé avoir plus de temps fort que le Paris Saint-Germain, qui a surtout existé, on va dire, entre la première mi-temps et un peu la fin de prolongation, parce que globalement, la deuxième mi-temps, elle était vraiment pour Liverpool en termes de temps fort. Le début de la prolongation aussi, c'était un petit peu dur pour le Paris Saint-Germain de se mettre en place. Ben, au final, qui c'est qui a fait le plus d'arrêts? C'est Alisson. Qui c'est qui a fait le plus d'arrêts, ou du moins qui a eu le plus de meilleures occasions de marquer de vrais buts? C'est Liverpool, c'est le PSG. Liverpool, quand ils ont fait les poteaux, quand ils ont fait leur but là refusé pour hors-jeu, bah, c'était sur des hors-jeux. Donc au final, les actions s'annihilaient, ou des fois il y avait faute sur leurs actions. Donc ça fait que leurs actions qui étaient dangereuses, elles s'annihilent. Donc elles comptent pas dans les statistiques. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, certes, a eu moins de corners, a eu moins de coups de pied arrêtés, notamment ouais, sur les corners que Liverpool. Ils ont quand même eu plus de coups francs, ils ont obtenu plus de fautes, le PSG au final, tu vois, là on voit c'est 14 assists, tu vois, 14 fautes de Liverpool, donc pour 14 coups francs. Après, en termes de coups francs dangereux, je crois que c'était kiff-kiff de part et d'autre, PSG Liverpool, mais vraiment, cette force collective, elle se montre aussi dans les notes. Quand tu vois que le milieu de terrain du PSG, même la défense du PSG a de meilleures notes que la défense de Liverpool et le milieu de terrain de Liverpool. D'ailleurs, Salah qui a 7, alors qu'il devrait avoir au moins 3 mini maximum, je sais pas comment ils font les notes, hein, mais c'est chaud. Jota, tu vois, qui a été titularisé à la place de Darwin Nunez, qui avait fait une bonne rentrée à l'aller, mais qui au retour n'a pas été si inspiré que ça, ni intéressant que ça, c'est compliqué. Harvey Elliott, qui n'a pas joué avant Slobozai, tu vois, c'est un peu compliqué aussi, même si Slobozai, il est titulaire indiscutable, quand techniquement parlant, physiquement parlant, t'es autant à la traîne et tu fais aussi peu de différence, c'est chaud. Là, tu vois, là, je vous ai affiché la seule fois où Salah a fait la différence contre Nuno Mendes, c'était à la 5e minute. Après, il est sorti, tu vois, avec les larmes aux yeux, mais c'est la seule fois où il est passé devant Nuno Mendes. Et comme je disais, Liverpool, tu vois, ils ont attaqué très vite, très tôt, pour histoire de, dans les statistiques, se rassurer, montrer au Paris Saint-Germain leurs intentions. Je vous avais dit au match, enfin, après le match aller que Liverpool allait attaquer et ne pas se contenter d'un 1-0, et qu'ils allaient montrer que c'est pas une équipe qui se fait dominer, mais qui d'habitude a l'habitude de dominer. On a vu des coups de pied arrêtés, on a vu pas mal de choses. Mais c'est vrai que le PSG, sur leur capacité à exploser en transition, à manger les espaces, et après à sortir proprement avec Fabian, avec Neves, Vitinha, Hakimi qui montait et tout, c'était vraiment une capacité impressionnante de faire les différences. Tu vois, Vitinha, il est ici, même plus haut des fois que Kvaratskhelia qui échangeait sa place en permanence. Tu vois, c'était vraiment une capacité comment dire,
à permuter côté PSG, à avoir du mouvement en permanence autour du porteur du ballon et toujours dans cette solidarité de venir défendre, les latéraux qui étaient aidés par les ailiers, les milieux qui couraient pour je sais pas combien. Et tu vois là, quand t'as Dembélé qui la donne à Barcola, qui n'est pas hors jeu, apparemment certains disent qu'il est hors jeu d'un orteil, mais bon. Après, avec la VAR, suivant les lignes et les traçages, c'est un peu compliqué de voir au millimètre près, même si dans certains cas tu peux siffler, d'autres pas. Mais en tout cas, Dembélé qui profite du bon centre contré par Konaté et qui la met au fond. Et après derrière, tu as eu plein d'occasions comme ça où tu as Kvaratskhelia avec Neves, je crois, ou Fabien Ruiz qui récupère sur Alexander Arnold. On a eu beaucoup de récupérations hautes de la part du Paris Saint-Germain et ça a provoqué beaucoup d'actions. Là, tu as Barcola qui a été hyper maladroit, alors ce qui fait tout comme il faut, hein. Il fait tout comme il faut. Au pire, tu peux la décaler à Ousmane qui peut la pousser dans le but vide. Il a tenté de la tirer trop dans l'axe sur Alisson qui était bien sorti pour lui couper l'angle. Mais tu vois, il y a eu plein de situations comme ça où pareil, Ousmane qui la pousse trop loin au lieu de la donner directement du pointu à Barcola dans l'espace pour qu'il aille marquer. Il y a eu plein de situations où le PSG, même en souffrant, aurait pu être largement devant au score et a failli coûter ce match aller où ils ont ultra dominé et pas marqué et ça aurait été dommage. Mais le PSG méritait largement d'arriver en prolongation et méritait largement de dominer Liverpool encore une fois. Parce qu'au match aller et au match retour, finalement, l'équipe qui a le plus mérité, à mon sens, en ayant dominé 3 mi-temps sur 4 sur l'ensemble des deux matchs, c'est quand même pour moi le PSG, tu vois. Là, tu vois, ils ont pu écarter le jeu. On a beaucoup retrouvé Hakimi qui venait aider dans le cœur du jeu. Et tu vois, Hakimi, c'est aussi une force impressionnante de Luis Enrique. C'est pas un latéral, certes très bon défensivement, mais s'il fait des bonnes choses, il a le coffre, il a le volume, il a de la technique. C'est quelqu'un qui aime bien se projeter pour marquer. Mais quand tu vois, Enrique lui disait de laisser le couloir à Barcola, à Dembélé ou à Kvaratskhelia, suivant qui était sur le côté, bah tu vois, il avait apporté cette qualité au milieu de terrain où il peut apporter son coffre, sa technique, ses sorties de balle, sa capacité à jouer en une, deux touches de balle. Et on l'a souvent vu ici, Hakimi, tu vois. Et c'est vraiment une très bonne chose. Ça montre aussi cette capacité à porter le surnombre, le déplacement dans les espaces où l'adversaire ne t'attend pas. Et c'est aussi ça qui déboussole l'adversaire comme Liverpool. Là, tu vois, tu as encore une grosse balle récupérée ici sur Luis Diaz qui a fait vraiment des différences. Mais le PSG était tellement solidaire qu'ils étaient toujours en supériorité numérique en défense contre les vis-à-vis. Et ce qui faisait que le PSG finalement laissait que des miettes à Liverpool, qui devait provoquer des frappes, des fois un peu à la sauvette, à l'aveuglette, qui était vraiment obligé de le faire de manière impatiente. Et franchement, quand t'as un Donnarumma sur coup de pied arrêté qui sort et qui ose y aller et qui en plus domine les airs, tu peux que être serein parce qu'en face t'as quand même des grands clients. T'as Konaté, t'as Van Dijk, t'avais même Kansa qui était rentré et tout, qui font 1m90, 1m95. Les mecs, faut quand même y aller, tu vois. T'as un grand gardien, il a montré que des fois les sorties c'était pas son fort. Donnarumma, qu'il était souvent critiqué, là il a été vraiment le gardien que de base ils auraient dû attendre au match aller, qui devait sauver le but d'Eliott sur sa rare en tout cas intervention. Mais après, sur les pénaltys, qu'est-ce que tu veux lui demander de plus? Il avait déjà brillé à l'Euro 2021, Italie-Angleterre et même Italie-Espagne, pour donner l'Euro à l'Italie. Là, il fait l'arrêt sur Darwin, l'arrêt sur Curtis, et c'est impressionnant. Et d'ailleurs, c'est que j'en ai pas parlé, mais au-delà de Dembélé, au-delà de Gvara, au-delà de Marquinhos, au-delà de Nuno Mendes, au-delà de Neves et au-delà de Vitinha, moi, il y en a un qui me scotche côté parisien, c'est vraiment Désiré Doué. Désiré Doué, les gars. C'est une dinguerie ce gamin. Le mec il joue comme si il était au five. Comme s'il allait, je sais pas, faire un petit match. Le mec il est rentré en huitième de finale de Ligue des Champions. Il allait tirer son penalty, il fait la célébration comme si c'était facile, tu vois. Et pour moi, c'est des gamins comme ça qu'il faut dans une équipe. Des mecs qui veulent s'imposer, même si là pour l'instant il est remplaçant, mais qui a tout le talent du monde. Des mecs polyvalents qui t'apportent cette fraîcheur, cette folie, cette capacité à faire couler la pression et surtout à transfigurer le match parce que sa folie elle est contagieuse, sa sérénité est contagieuse. Et pour moi, des joueurs comme ça qui te tranquillisent un foot, peu importe le contexte, je trouve ça fantastique. Et pour moi, il y a des joueurs comme ça qu'il faut absolument dans une équipe, qu'ils soient titulaires ou remplaçants, jeunes ou pas. C'est impressionnant. Et Désiré Doué, moi je le vois monter en puissance côté PSG. C'est impressionnant. Et le PSG a vraiment récupéré des jeunes joueurs français et internationaux qui forment un groupe, un collectif, une solidité qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Et rien que pour ça, il mérite d'aller loin, vraiment. Parce que là, on voit le tableau. Là, le Real devra batailler ce soir contre l'Atleti, ce n'est pas encore fait. Après, t'as Arsenal, mais le PSG va affronter Aston Villa et Bruges. Enfin, ou Bruges. Pour l'instant, Aston Villa a gagné 3 en match aller et va recevoir là maintenant au retour. Je vois pas Bruges faire un +2, +3
pour amener Aston Villa en prolongation ou les éliminer. Donc je pense que le PSG va encore affronter une équipe anglaise. Après, j'espère que c'est pas un signe pour dire qu'ils vont réaffronter une équipe anglaise en demi-finale si Arsenal sort le Real ou l'Atlético, éventuellement. Mais ce serait hyper drôle pour eux qu'ils fassent un parcours 100% anglais sauf en finale. Mais aujourd'hui, le PSG, franchement, c'est pour moi l'équipe la plus forte de cette moitié de tableau. Et même si je suis pour le Real, et que le Real c'est sa Ligue des Champions, sa compétition, et que c'est dans les grands matchs qu'on voit le Real Madrid, ce serait quand même très drôle de voir un Real Madrid PSG par rapport à Mbappé et qu'on se fasse sortir par le PSG et que le PSG gagne l'année où ils ont plus de stars. Plus de grosses stars devant, du moins. Plus Messi, plus Neymar, plus Kylian. Ça serait très drôle. Un gros doigt aussi à Kylian, évidemment, de la part du destin et le football. Mais franchement, si c'est une année en particulier, cette année, pour l'instant, c'est ceux qui me font le plus peur, le PSG, hein. Et en tout cas, ils ont passé un gros obstacle maintenant. Donc, à voir jusqu'où ils vont aller. Et on verra bien dans les prochains matchs qu'on pourra débriefer. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, les amis. Beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, me donner vos tops et flops de chaque match que j'ai débriefé aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!